beaucoup Marion, bonjour à tous. Alors j'ai assisté à toute la journée, donc je vais essayer d'insister sur des choses que vous avez moins entendues, ou en tout cas de les mettre en perspective un petit peu différemment. Et effectivement, je vais donner un certain nombre de tendances et de prédictions 2024 de Forrester. Forrester qui est un cabinet indépendant entre la marque et l'ensemble de ses prestataires, que ce soit des acteurs du SaaS, du digital, des agences et des acteurs du conseil. Donc moi je suis basé à Paris, ça fait une quinzaine d'années que je suis chez Forrester, et c'est vrai que avec l'IA dont on a beaucoup parlé et avec l'IA générative, on est sur une logique de rupture par rapport à ce qu'on a connu avec Internet et avec le mobile. C'est un petit peu, si on met les choses en perspective, comme si en fait on avait donné à la machine la pierre de Rosette. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au British Museum ou ont une idée ont revu leur cours d'histoire, mais la pierre de Rosette, c'est une stèle de l'Égypte antique qui a été découverte au XIXe siècle et qui a permis à Champollion, en 1822, donc ça date un petit peu, 200 ans, un peu plus, de en fait, traduire, comprendre les hiéroglyphes égyptiens. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que la machine comprend le langage et vice-versa. Donc en fait, le langage, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et ce qui fait que je suis là en train de m'exprimer devant vous. C'est pour ça que ça génère beaucoup de crainte, parce qu'il y a un côté un peu magique. On voit bien la rupture. La personne d'Avas Creative disait tout à l'heure, quand on a commencé à jouer avec, on a passé une journée dessus, on a décalé nos réunions. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu fondamental qui fait que, en fait, si on réfléchit bien, les parcours clients vont être remis en cause, vont exploser. Les marques vont aller dans une logique conversationnelle. Alors évidemment, ça ne va pas arriver tout de suite, ça va prendre du temps, mais en gros, il va falloir déconstruire les sites web et les applis mobiles pour les reconstruire en contexte d'interaction avec la marque, en temps réel et en langage naturel. Avec l'idée qu'effectivement, on va pouvoir personnaliser les contenus un peu à la volée. Et comme le montre assez bien Tom Fishburne, presque cette logique un peu étonnante où c'est une intelligence artificielle qui va créer un contenu humain, empathique et en temps réel. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, mais on sent quand même un petit peu que c'est la destination qui se profile. On n'en est pas encore là parce que il faut déjà mesurer l'impact. C'est bien de produire beaucoup de contenu, ça permet d'automatiser les choses, surtout les formats, les graphiques, quand on a plein de plateformes, ça, il n'y a aucun doute. C'est un gain de temps et de productivité. Mais quel est l'impact sur le consommateur, sur la cible particulière? Est-ce que réellement ça améliore la conversion? Il faut pouvoir le mesurer. Or, je vais passer assez vite dessus parce qu'il y a eu une table ronde dédiée et on sait que c'est le problème numéro un, mais en tout cas les données Forrester pour 2023 le confirment. Vous avez près de 8 marketeurs sur 10, et on en a interrogé 900 à travers le monde, qui nous disent « Moi, mon problème, c'est la mesure. Cross-platform, cross-média, j'ai du mal à réconcilier les données. » Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas nouveau, et c'est exacerbé depuis 2 ans par le serpent de mer sans fin de la fin des cookies tiers dont on a déjà beaucoup parlé. Comment les marketeurs réagissent à ça? 3 principales réactions. La première, c'est de dire eh bien, on va travailler les zéro party data, c'est-à-dire ces données partagées spontanément par le consommateur avec la marque. On va tester les alternatives, et on sait que ça va prendre plus de temps que ce qui a été raconté tout à l'heure par Google, ça va se décaler, 1%, enfin, on ne voit pas comment on arriverait en un an à ces logiques de trafic et de test, donc ça risque d'être reculé encore un peu. Et puis il y a d'autres alternatives aussi très intéressantes, que ce soit sur du fingerprinting, de la publicité contextuelle ou autre. Et le troisième point, c'est évidemment la collecte des données first party. Mais on voit bien que là, on a parlé d'IA au départ, et je vous dis, il y a un gros problème de mesure et il y a un problème de data. Or, la règle de base de l'IA, c'est un peu moins vrai avec les LLM, mais ça reste vrai quand même, c'est que pas de données, pas d'IA. C'est assez basique, mais c'est un bon moyen de le résumer. Et dans la liste qu'on donne aux directions marketing en leur disant quels sont vos challenges pour les 12 prochains mois, qu'est-ce qui va être difficile à mettre en place, eh ben, sans surprise, la problématique de la stratégie data et de la qualité de la collecte des données et le passage à l'échelle sur l'IA. Tout ça dans un contexte, évidemment, qui n'a rien, mais alors rien de nouveau, mais qui s'exacerbe avec le contexte économique actuel, de ROI, d'omnicanalité et d'agilité.
Donc on voit bien qu'il y a eu énormément d'expérimentation. C'est évidemment ce qui s'est passé en 2023. Tout le monde a commencé à faire des tests sur GenAI, mais finalement, on était quand même beaucoup sur une logique productiviste centrée sur les employés, les collaborateurs, sur l'interne. Et à juste titre, parce que ça permet des gains de productivité, et comme ça a été dit à de nombreuses reprises, il y a un côté un peu magique, un côté un peu bluffant. Mais on n'a pas encore vu tant de déploiement grand public que ça, à destination, voilà, dans une logique B2C. On pense, nous, qu'en 2024, ça va se généraliser, à tel point qu'il y aura 50% des très grandes entreprises internationales qui vont lancer des offres orientées B2C. Alors, il y en a déjà qui marchent bien. En France, Cdiscount, par exemple, dans une logique de commerce conversationnel, c'est assez bluffant. Basé sur de l'IA générative, on est sur un taux de satisfaction de 70%, qui est 3 fois supérieur à un chatbot classique avec un arbre de décision et un peu de NLU, avec un taux de conversion équivalent avec un engagement humain. Donc vous imaginez bien, quand il y a 80 millions de produits et des pics, comme pendant le Black Friday à 10 millions de visiteurs uniques, que ça a un impact aussi sur la marge de l'entreprise. Mais ça va être difficile de passer à l'échelle. Les principaux cas d'usage, on les a déjà évoqués, c'est la productivité, l'aide à la créativité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Ça va être aussi le fait d'avoir des insights nouveaux, notamment sur des données non structurées, sur des verbatims, sur des images, sur des vidéos. Et puis ça va être cette logique de personnalisation que je viens d'évoquer. Pour autant, s'il y aura beaucoup d'expérimentation grand public, il n'y aura pas forcément tant de passage à l'échelle dans un sens industriel, parce qu'il y a encore des freins qui sont assez nets, qui sont ce qu'on appelle chez Forrester le non-sens cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la machine a percé le langage que ce qu'elle produit est toujours très compréhensible. En fait, ça donne une illusion en fait, que c'est vrai, mais il y a encore pas mal d'erreurs. Il y a beaucoup de biais aussi, évidemment, notamment par rapport à la vie privée et par rapport à des données, des biais algorithmiques. Il y a une question de compétence aussi, parce que la machine, en fait, elle n'est pas de l'intelligence artificielle, ce sont quand même des prompts, c'est guidé, donc il faut lui dire quoi faire et il faut maîtriser, il faut monter en compétence. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important et qui fait qu'on pense que l'année prochaine, les agences vont aider les marketeurs à avoir une logique de Brand Language Models par comparaison au LLM, c'est-à-dire en fait un environnement sur mesure, customisé, où ces agences vont dépenser de l'argent de manière significative avec des acteurs tech, que ce soit des OpenAI, des Anthropic, des Adobe, pour créer cet univers sur mesure avec des données préentraînées, mais des données first party et des standards, des réglementations qui seront spécifiques à la marque. Ça va se développer beaucoup l'année prochaine. Et on voit bien que pour les agences, c'est un enjeu clé. On s'est beaucoup posé la question au moment de... Et on voit toujours encore dans la presse cette idée que l'IA va tuer beaucoup d'emplois, tellement elle permet de faire des gains de productivité. C'est un petit peu exagéré aujourd'hui. Et la réalité, c'est que les entreprises qui disent licencier au nom de l'IA aujourd'hui, en fait, elles licencient principalement parce qu'elles sont mal gérées et qu'elles ont fait des erreurs stratégiques. À moyen terme, long terme, ce sera différent. Nous, on a essayé de le modéliser. C'est évidemment éminemment complexe, ce type de modélisation. Ça ne peut pas se faire dans tous les pays, ça ne peut pas se faire dans tous les secteurs. On l'a fait sur les métiers de la pub, dans les agences, aux États-Unis. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de 7,5% de destruction d'emplois sur la masse salariale des agences aux États-Unis. Principalement sur des emplois qui vont être davantage touchés par les logiques de productivité sur des tâches administratives. Donc beaucoup sur des fonctions support, RH, légal, sur des logiques de relecture, sur du contrôle de gestion, ce genre de choses. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de nouveaux métiers vont émerger parce qu'il faut la maîtriser, il faut la coacher, il faut la diriger, ces intelligences artificielles, s'assurer qu'il n'y a pas de biais et d'erreurs. Et puis en fait, j'ai envie de dire, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que votre job, comme le mien d'ailleurs, va changer au sens où on va devoir apprendre à travailler avec des robots. Et c'est pour ça que ça fait déjà plus de 5 ans que chez Forrester, on a développé la notion de quotient robotique. Alors, c'est quoi le quotient robotique? C'est par analogie à l'IQ, Intelligent Quotient, le quotient intellectuel, au EQ, le Emotional Quotient, le quotient émotionnel. C'est cette idée que, en fait, vous comme moi, les collaborateurs dans l'entreprise, les personnes dans votre équipe, les managers, les dirigeants, vont devoir en fait s'approprier ces outils. Il va falloir qu'il y ait une acculturation de l'intelligence artificielle ou de la donnée aussi dans les entreprises. Et il va falloir développer la confiance.
Pas uniquement vis-à-vis des consommateurs, comme on vient de le voir, mais aussi vis-à-vis des collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et les entreprises qui font ça aujourd'hui, qui forment massivement leurs collaborateurs, on en a entendu parler à la table ronde juste avant, c'est elles qui vont avoir un avantage concurrentiel. Parce qu'on voit bien, quand je disais que c'était une rupture technologique, que ça va faire bouger les lignes. À tel point que certains disent, un peu vite, à mon avis, c'est la fin de Google, c'est la fin du search, etc. Et Microsoft, comme ils ont investi 13 milliards de dollars dans OpenAI et qu'ils ont intégré ça dans leur suite logicielle, ça va tout bouleverser. Oui, c'est vrai, effectivement, sur la suite logicielle et cette logique d'assistant, de copilote. Sur la partie search, c'est beaucoup moins évident. Pourquoi? Parce que même si Bing intègre cette logique de GenAI et qu'il y a l'image dedans, notamment avec DALL-E, les parts de marché, elles n'ont pas beaucoup évolué et on ne pense pas qu'elles évoluent de manière très significative l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse organique de trafic légère de Google et probablement, et de toute façon ils ne peuvent que perdre de la part de marché étant donné la dominance qu'ils ont sur le secteur, et ça permettra effectivement, probablement à Bing de gagner un petit peu de part de marché. Mais la source numéro 1 de confiance vis-à-vis des consommateurs et des annonceurs, ça va rester Google. Il va monétiser son infrastructure search. Le meilleur exemple, c'est quand les gens ont un doute sur les résultats de ChatGPT, dans 75% des cas, ils vont voir sur Google. Donc ça dit un peu, je pense, de la crédibilité encore de Google dans le domaine. Et il faut bien avoir en tête que, si on regarde la pub digitale, le search, c'est grosso modo, ça dépend des pays, un peu moins en France, mais c'est quasiment la moitié des dépenses digitales encore. Et l'intelligence artificielle, justement, permet de beaucoup améliorer les contenus des sites pour améliorer le SIM et le SEO. Et c'est important parce qu'on sait que le digital va continuer à croître. On estime, nous, qu'à fin 2024, on atteindra en France, dans la part du digital dans le retail, 15%. C'est hors voyage, parce que les chiffres du voyage biaisent un peu les chiffres. Donc, c'est important, c'est en croissance, un peu moins rapide que pendant le Covid, mais ça reste en croissance. Et on voit la marge qu'on a encore par rapport à un pays comme l'Angleterre, qui est déjà à 28%. Donc, il y a une croissance forte là-dessus, et ça va être aussi drivé par le retail search. On a parlé tout à l'heure de la télé connectée, mais il y a deux autres secteurs en croissance dans les médias et la pub que je voudrais souligner. C'est le retail média, qui a complètement explosé aux États-Unis. On parle d'un marché qui fait x4 en juste quelques années, 85 milliards de dollars en 2026 selon nous. Là où en France, le marché est en train de se structurer, on voit les offres, on voit Publicis, on voit d'autres acteurs, et on voit effectivement des annonceurs, même s'ils n'ont pas encore la mesure cross-canal qu'ils attendent, mais certaines CPG qui investissent significativement. La question, c'est effectivement qu'est-ce qui est incrémental par rapport au trade marketing, mais on voit bien que c'est en train d'exploser, et si on en croit les chiffres du baromètre SRI notamment, on était sur 15% de croissance rien qu'au premier semestre, et on va probablement dépasser le milliard d'euros cette année. Donc une grande croissance sur le retail média, et puis aussi sur, on en a peu parlé finalement aujourd'hui, à part le témoignage de la gameuse, le jeu, le in-game advertising, on est quand même sur un marché qui... il y a eu des grosses acquisitions, Microsoft, Activision, il y a d'autres consolidations qui vont arriver, et on est quand même sur un environnement avec des audiences mais colossales, un temps passé colossal, des CPM qui sont relativement bas, et puis en ouverture, quelqu'un nous a dit, la WFA dit en fait l'enjeu numéro 1 c'est la brand safety. À part quelques jeux, c'est quand même en termes de brand safety bien plus avantageux qu'un environnement comme Twitter, pardon, j'arrive pas à m'y faire, X, où l'orchestrateur en chef dit aux annonceurs « fuck you ». C'est littéralement ce qu'il a dit ce matin. Donc, on voit qu'on est sur des enjeux là de pub et quand même beaucoup d'acquisitions. Et ce que je voudrais mettre en perspective, on le dit souvent, mais bon, là je sais qu'on est sur un forum plutôt centré sur la publicité, sur les médias, mais d'un point de vue marketing, dans l'escarcelle du directeur marketing, il y a de plus en plus souvent la logique d'expérience client. Et on voit bien qu'il faut se concentrer moins sur l'acquisition et bien davantage sur la rétention. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on pense qu'en 2024, pour la première fois depuis 2021, la perception globale des consommateurs de leur interaction avec les marques va s'améliorer. Et elle va s'améliorer pourquoi ?
en partie parce qu'ils vont avoir au service client des réponses plus rapides et plus pertinentes grâce notamment à l'amélioration de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça devient cette notion d'expérience client une priorité des dirigeants et ça devient surtout un reporting qui est fait aussi au niveau actionnarial ou dans les rapports d'activité. L'année dernière, vous aviez à peu près, si on regarde les grandes entreprises internationales, on va dire les Fortune 500, Fortune 200, vous n'en avez qu'un tiers qui faisait un reporting de leur métrique d'expérience client, NPS, satisfaction client, etc. L'année prochaine, on pense qu'on va atteindre 50%. Donc c'est très significatif, mais il y aura encore beaucoup de difficultés à modéliser l'impact financier. Je pense qu'il n'y aura que 5% de ces entreprises-là qui vont arriver à dire tant de points de NPS, une amélioration d'un score de baromètre CX Index, de SATCLI, ce genre de choses. Est-ce que ça impacte ma marge? Est-ce que ça me permet vraiment de croître les revenus ou de baisser les coûts? Ce sera difficile, effectivement, à prouver. Mais l'enjeu, ça va être, et ce n'est pas une nouveauté, mais c'est de plus en plus difficile, de délivrer de la valeur, non pas pour l'entreprise, mais pour le client, avec un réseau et un écosystème de partenaires. Et cette quête de la valeur, on voit qu'elle est de plus en plus complexe dans l'environnement économique dans lequel on est. Ce n'est pas un hasard si, étant donné le contexte du coût de la vie et de l'inflation, qui est, et ça ce sont des données globales de DF Opsoco avec Ipsos, que ce soit la priorité numéro 1 des consommateurs. Donc on s'oriente vers des prix bas, vers des marques low cost, vers les MDD, vers la promotion. C'est ça, effectivement, qui tire beaucoup le marché. Et ce qui est quand même inquiétant, en particulier dans l'alimentaire, peut-être que dans cette salle, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on fait certainement partie des privilégiés, mais vous avez un tiers des foyers qui ont beaucoup de mal aujourd'hui. Et dans l'ensemble, les volumes ont baissé, notamment dans l'alimentaire. Pas que dans l'alimentaire, mais principalement dans l'alimentaire. Et on pourrait se dire, finalement, sur les foyers plus nantis, ou en tout cas qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, c'est moins la préoccupation. Ça reste aussi la préoccupation numéro 1 au niveau global, avec une différence et l'environnement qui arrive comme préoccupation numéro 2, mais qui est encore assez loin derrière. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est le lancement de la COP28 et on se dit, finalement, est-ce qu'il va y avoir un accord politique comme il y a eu pendant l'accord de Paris? C'est assez peu probable et donc beaucoup d'entreprises se disent, finalement, s'il n'y a que si peu de consommateurs qui sont prêts à payer une prime pour des produits verts, s'il y a ce backlash autour, et c'est vrai aux États-Unis en particulier, autour de la notion d'ESG, on en parle, mais finalement, c'est moins une priorité qu'avant. Raisonner comme ça serait une grosse erreur pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a quand même une minorité de consommateurs, même si ça n'est qu'une minorité, qui est prêt à payer une surprime. Et ensuite parce que ceux qui ne peuvent pas sont frustrés et souffrent de dissonance cognitive. Et ils veulent en fait plus de valeur environnementale pour le même prix. Donc le choix, il n'est pas entre des produits verts, neutres en carbone, même si ça ne veut rien dire, et tant mieux d'ailleurs si Apple utilise l'écologie comme un avantage concurrentiel, c'est la première capitalisation mondiale, donc c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas entre ça, un choix entre ça, et du low cost, entre guillemets, sans valeur environnementale, parce qu'il y a des acteurs low cost qui arrivent à repenser leur chaîne de valeur, et puis parce qu'on peut combiner les deux, on le voit avec la seconde main, même si c'est le driver numéro 1, c'est le prix, on voit bien qu'on peut concilier ces enjeux-là. Et donc l'enjeu, c'est de repenser sa chaîne de valeur. Quand on parle de réduction du scope 3, ce qui est l'impact majeur pour la majorité des marques en général, c'est parce qu'elles produisent en tant que telles, ou l'achat d'énergie, sauf quand on est dans l'industrie, ça passe par repenser sa chaîne de valeur, travailler en écosystème. Et puis ça passe surtout par un changement des offres. Ça a été très bien dit tout à l'heure sur la table ronde avec Sophie de Rosen, avec la Maïf et puis Expansia. C'est de nouvelles offres, c'est de mettre en adéquation finalement ses valeurs, sa mission avec un modèle économique. Et c'est encore difficile, mais on voit bien qu'on est sur une vraie révolution. Et qu'il y ait un accord ou pas à la COP28, qu'on le veuille ou non, ce sera une transformation effectivement qui sera subie. Et si on ne veut pas qu'elle soit subie, il vaut mieux être à l'origine. Et aujourd'hui, la réalité de cette transformation, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est d'abord aujourd'hui check the box. Il y a la CSRD qui arrive, donc il faut se préparer et trouver tous ces indicateurs.
Et puis, à un stade un peu plus mature, vous avez les entreprises, la plupart des grandes entreprises, qui ont fait des annonces, des commitments, de roadmap, on sera neutre en carbone en 2050, 40, 35, 30. Comment elles vont y arriver d'ici là concrètement? Là, il y a déjà plus de points d'interrogation parce qu'il y en a assez peu qui sont dans la phase d'exécution, d'excellence opérationnelle où c'est diffusé partout dans l'entreprise, dans toutes les business units, dans tous les pays. Mais il y a d'autres entreprises qui sont dans des logiques d'innovation, de disruption. Et il n'y a pas que des innovations technologiques, je ne parle pas que de green tech, c'est largement insuffisant pour réussir cette transformation, mais qui innovent sur des modèles économiques, qui vont sur des marchés adjacents, qui repensent encore une fois leur chaîne de valeur. Et c'est là où le marketing va changer dans les années à venir, et je rejoins ce qui a été dit à la table ronde tout à l'heure. Le marketing ne va pas disparaître. Dans le cœur du marketing dans les années à venir, et en 2024, il y aura toujours, et plus que jamais, la donnée, la technologie, la créativité. Il y aura toujours la compréhension du besoin du consommateur et de la société dans laquelle il évolue, où le directeur marketing est un peu un buvard qui doit anticiper justement avant les autres ces changements et ces ruptures dans la société. Il y aura la définition de la stratégie de marque et son corollaire qui est l'exécution de la promesse, qui n'est rien d'autre que l'expérience client. Donc il y aura toujours ça. Mais ce qui va changer, c'est un certain nombre de leviers, et en particulier la capacité à redéfinir une proposition de valeur, à faire de l'éco-conception, à co-créer avec les parties prenantes, à utiliser les sciences comportementales, les sciences sociales, le nudge, les sciences cognitives, pour accompagner les consommateurs dans ces changements de comportement qui vont être plus ou moins brutaux selon la rapidité avec laquelle la réglementation va évoluer. Et il y a un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas que de grandes entreprises, j'entends, il n'y a pas que des PME ou des nouveaux entrants qui arrivent à faire ça. Il y a des grands groupes qui se sont transformés ou qui sont en train de le faire. Alors, ils ne sont pas parfaits, mais je pense à des acteurs comme en Finlande, Nestlé, je pense à Nexans dans le câble, je pense à des acteurs comme Prose dans les cosmétiques, évidemment Mustela, Maïf dont on a parlé tout à l'heure, certains acteurs dans l'économie circulaire, Philips sur leur division santé, c'est 20% de leur chiffre d'affaires qui vient de l'économie circulaire. Donc on voit qu'il y a des bascules importantes qui se font. Et je voudrais juste terminer, pour vous libérer pour le cocktail, parce que je sais que la journée a été longue, par une note un peu d'espoir sur une belle entreprise qui est Bicorp, mais qui fait quand même pas loin de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui s'appelle Natura, qui est une marque de cosmétiques au Brésil. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer il n'y a pas longtemps sa directrice marketing. Et je voudrais partager avec vous ce qu'elle m'a dit, qui pour moi est assez encourageant sur la capacité qu'a le marketing à influencer finalement le cours des choses, dès l'instant où il y a un mandat assez clair du PDG sur ce qu'est le marketing, et que c'est bien plus que juste la pub et les médias. C'est aussi évidemment l'expérience client. Et dans son cas à elle, la raison pour laquelle ça a marché, c'est qu'elle avait aussi en charge de la R&D et de l'innovation, donc du produit réellement, et c'est pour ça qu'on parle d'innovation, d'éco-conception, d'offres. Et elle était aussi en charge de mettre en œuvre, avec les équipes Sustainability qui faisaient partie de son équipe, un PNL environnemental. Donc on voit qu'il y a des réussites comme ça à grande échelle qui peuvent fonctionner. Voilà, je voulais vous laisser avec cette dernière idée en tête. La journée a été longue et donc je crois qu'au nom de l'Alliance Digitale, je suis autorisé à vous souhaiter la bienvenue au cocktail. Je vous remercie pour votre attention. Merci.